Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider le 27 octobre 2015. Les statuts US en pagaille, depuis 13h30, les commandes de biens durables, des chiffres dans l'immobilier, l'indice composite PMI et d'autres à venir. Et un peu de volatilité intraday, alors je vais en reparler. L'euro-dollar qui a accéléré, puis je souhaite avoir cette résistance à 1,11. Le marché bloque à 1,1080, retombe, puis là ça remonte un peu. L'USD Yen qui peut-être teste une ligne de tendance. L'USD CAD, prenez vos bénéfices, en tout cas une partie de vos bénéfices. Nous avons défendu sur le taux de change USD CAD une stratégie d'achat la semaine dernière, et puis nous avons réellement insisté sur cette conviction vendredi dernier, avant d'ailleurs les chiffres de l'inflation, lorsque le marché proposait un pullback chartiste, 1,3220 je crois, voire 32,25. Je pense que l'idée c'est que ces stratégies qui quand même intègrent quelques achats du dollar US, même s'il s'agit avant tout d'un scénario vendeur du dollar canadien, parce que la Banque centrale du Canada, parce que l'inflation Canada au mois de septembre, parce que les cassures de support sur les matières premières énergétiques, notamment le pétrole, je pense qu'il faut quand même prendre quelques bénéfices si vous avez pu encaisser plusieurs dizaines de pips depuis la semaine dernière. Alors je vais faire le tour d'horizon de ces marchés, on va parler des marchés actions US. Je vous rappelle que Wall Street ouvre dans 12 minutes. Beaucoup de statistiques US aujourd'hui, avant demain le FOMC. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et aux produits CFD. Alors, moi je vais parler de ces éléments-là. Qu'en est-il? Je vous rappelle qu'on attend aussi la Banque centrale du Japon. Alors, je vous ai posté dans la section commentaires à 14h13 toutes les statistiques américaines du jour. Alors, toutes ces statistiques américaines, certaines ont été publiées. C'est pas évident d'avoir un message clair. D'ailleurs, lorsque vous regardez aujourd'hui l'US dollar index de FXM, il y a de la vol quand même. Vous avez ici ces chandeliers horaires. Le dollar US qui est neutre, je vous le rappelle, depuis plusieurs séances, et même au fond depuis plusieurs mois, mais qui permet à des devises du coup directionnelles face à elles de s'exprimer. L'euro qui a été vendu, le CHF qui a été vendu. Bon, GBP, c'est jamais vraiment évident, c'est le rapport de force entre deux devises fortes. Le yen qui a été vendu en octobre parce que attrait pour le risque. Le CAD qui est vendu parce que le prix du pétrole, entre autres. Euh, bon, en tout cas, l'US dollar index est dans un petit range, mais au-dessus des 12 000 points. Et c'est vrai que sur l'US dollar index de FXM, il y a ce support à 12 000 points qui a été formé par le marché. Mais voilà, je pense que je suis prudent. Alors, je vois tout de suite une question de Rachel. Est-ce que je prends mes bénéfices sur le taux de change USD-CAD? Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un bon timing. Après, bien sûr, ça reste parfaitement haussier. En fait, on a même cassé une résistance. Alors, il y a deux solutions. Sur le USD-CAD, je vais parler franchement. Soit vous remontez le stop sous 1,3180. On vient de casser les 1,3180, on a fait un pullback, il ne faut pas repasser en dessous. Soit si vous voulez sécuriser des gains, bah carrément, vous prenez au bénéfice. Après, c'est vrai que moi je pense qu'on peut faire un 32,50, voire un 33. Mais ce qui me gêne par contre, c'est que demain on a la Fed. On n'attend pas grand chose, à part un communiqué de presse qui, à peu de choses près, ressemblera à celui qui a été publié en septembre. Mais voilà, je vous rappelle ici cette probabilité demain de voir la Fed agir, c'est quasi 0%, c'est 6%. Le marché l'intègre probablement, notamment lorsque le dollar US a corrigé depuis le mois de septembre. Mais voilà, bon, ça peut quand même, pourquoi pas, créer un petit trou d'air sur l'USD demain. Alors forcément, demain, l'événement a lieu à 19h, alors à vous de voir. Mais je pense qu'en tout cas, cette stratégie d'achat du taux de change USD-CAD a été un succès. Euh, Elle peut probablement se poursuivre d'ici demain. En tout cas, étant donné que le marché vient de casser une résistance, je pense que désormais sur les stratégies longues, le stop suiveur par exemple peut être remonté sous le nouveau support à 1,3180. Voilà pour répondre d'entrée à votre question, chère Rachel. Alors, je vais parler de l'euro-dollar, on va parler des marchés actions US. Le Bund explose à la hausse. Ça, c'est une stratégie que je défends depuis plusieurs semaines, essentiellement parce que dès le mois de septembre, j'envisageais que la Banque Centrale Européenne renforce son programme de quantitative easing. C'est un facteur de baisse pour l'euro, puisque globalement, les taux obligataires sont sous pression au sein de la zone euro, et c'est ce que vous constatez ici à travers l'avancée du Bund, avec une belle réaction sur le support à 155,80, la sortie par le haut de ce triangle, et je pense toujours que d'ici le 3 décembre, le contrat Bund peut progresser en direction des 158,88. Tout à l'heure, je jetais un œil justement à tous les taux obligataires au sein de la zone euro et c'est incroyable à quelle vitesse le Bund tend à nouveau vers zéro. Ce seuil qu'il avait atteint au printemps dernier. Alors forcément, c'est ce qui neutralise les tentatives de reprise haussière de l'euro.
Alors, qu'ai-je dit ce matin sur l'euro-dollar? Ce matin sur l'euro-dollar, si vous étiez déjà avec moi dans cette émission, j'ai proposé un titre. Je vous remonte l'article, voilà. C'était la zone technique des 1,1075, 1,1130, idéale pour une stratégie de vente. Bon, ça c'était mon opinion ce matin, en arrivant avant les premières émissions, en faisant un peu le point pour vous. Et donc maintenant je regarde un peu ce que fait le taux de change euro-dollar en intraday. Et alors, bah voilà, c'est 1,11. Alors on a fait 1,1080. Donc voilà la zone, 1,1075, 1,1130, elle est là. Le marché a fait une incursion là au-dessus des 1,1072 suite aux commandes de biens durables. Et puis il est retombé tout de suite parce que dès 14 heures, l'indice S&P Case Shiller, qui est un peu l'indicateur de référence avancé pour l'immobilier résidentiel aux États-Unis, a battu le consensus. Donc au final, les commandes de biens durables étaient attendues mauvaises, elles le sont, enfin en tout cas dans le consensus. L'indice des prix des maisons, lui, est bon. Ensuite, à 14h45, on attend l'indice PMI composite dans le secteur des services selon Markit. Donc Markit, c'est quand même une institution qui est respectée, et puis le secteur des services, c'est quand même l'essentiel de la croissance économique aux États-Unis. Et enfin, on attend à 16h l'indice de confiance du consommateur américain selon le Conference Board à 13h, à 15h, pardon. Et là, le marché est optimiste. Alors, bon, l'idée, c'est là où les choses sont pas forcément évidentes, parce que demain, la Fed fera rien. Mais justement, c'est peut-être parce que demain, c'est un non-événement monétaire. Imaginez qu'elle monte ses taux demain, que la Fed fasse une conférence de presse. Bon, bah, dans ces cas-là, forcément, ça fera un choc. Mais si nous avons simplement un communiqué de presse, je pense que le marché accordera probablement cette semaine plus d'importance aux statistiques économiques américaines qu'à cette décision de la Fed. En réalité, celle qui fait encore un peu débat, parmi les prochains rendez-vous de la Fed, celle qui crée un peu de doute, je veux vous dire, le mois de décembre, il sera haut en couleur sur les marchés financiers. Le mois de décembre, il sera très volatile, je pense, parce que déjà, il y a ce traditionnel rallye de fin d'année, la dernière quinzaine du mois de décembre, avec généralement, on cherche à exploiter les corrections du début du mois pour se placer. Il y a la BCE le 3 décembre qui pourrait annoncer les détails d'un QE2. Il y a la Fed le 16 décembre. Il y a quand même une probabilité implicite de voir la Fed relever ses taux le 16 décembre de 34%. Vous allez me dire c'est rien 34%. Mais en tout cas voilà. Il y a quand même toujours... Et tous ces événements du mois de décembre, bah, la spéculation elle aura lieu en novembre. Et c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur ces spéculations par rapport à toutes ces perspectives monétaires pour défendre mes scénarios FX. Donc je m'intéresse à l'identification d'une résistance sur l'euro-dollar. Et donc voilà, matin je vous ai proposé cette zone comprise entre 1,1075$ et 1,1130$. Voilà donc, aujourd'hui, d'un point de vue d'analyse technique, un marché donne un signal. 2. Le Bund dépasse une résistance, c'est haussier, baissier sur les taux d'intérêt souverains, donc ça exerce une pression à la baisse sur l'euro. Alors forcément, on peut envisager aussi que cette baisse des taux souverains au sein de la zone euro, que vous pouvez constater ici à travers la hausse du prix du Bund, c'est aussi le fait que demain, la probabilité est très faible de voir la Fed relever ses taux. Ce qui signifie que demain, les taux obligataires pourraient baisser aux États-Unis. Et généralement, il y a un effet de contagion sur les contrats de même catégorie. Et au sein de la zone euro, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui de la Hollande, celui de l'Allemagne, un peu celui de la France, mais réellement, bon, c'est surtout le T-Note et le Bund allemand, et le T-Note US, qui sont considérés comme un peu les deux gros benchmarks des économies occidentales pour ce qui est donc des marchés obligataires souverains. Alors je pense que l'avancée du Bund là est liée probablement à ce qui sera demain l'avancée du T-Note US, de même échéance, donc 10 ans. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des stratégies sur le Bund, puisqu'il avait donné un signal d'achat dès début octobre en dépassant les 155,80 en faisant son pullback. Mais lorsque je vois aujourd'hui le comportement des cours, je confirme ce que je vous ai dit hier, avec un objectif de cours à 158,90 ici sur le contrat de taux long allemand. Alors, l'USD CAD, bon, bah écoutez, un 32,50 en effet, bon, c'est simple. Allez, on va dire que avant la Fed, là, on peut relever le stop sous un 31,80. Il ne faut pas que le marché passe sous un 31,80. Après, on a cassé une résistance. On peut probablement faire un 32,50. Vous savez, le pétrole s'enfonce. Aujourd'hui, j'ai deux cassures de support. Le Brent qui casse un gros support à 47,23. Donc là, le Brent est bien parti pour se replier en swing à 46 voire à 45,17. L'US Oil, lui, il a donné le signal de vente et je pense que l'US Oil va se replier à 42$. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit ça,
on peut avoir le sentiment que le taux de change USD4 pourrait encore progresser en direction des 1,3250 lors des prochaines heures. Alors, le taux de change USD-Yen, la situation est plus délicate. L'USD-Yen se replie, comme les indices boursiers, en consolidation. Moi, j'ai ce sentiment qu'en fin de semaine, l'USD-Yen sera acheté parce que j'attends beaucoup, à 4 heures du matin vendredi, de la phase numéro 19, et oui, la Banque centrale du Japon, si elle renforce son programme de quantitative easing vendredi à 4 heures du matin, eh ben, ce sera la 19e fois qu'elle le fait. D'ailleurs, elle l'appelle même pas quantitative easing, elle l'appelle qualitative and quantitative easing. C'est-à-dire que c'est à la fois quantitatif, puis en même temps ça touche un peu à tout, donc c'est qualitatif. Bref. En tout cas, le marché envisage, vendredi en fin de session asiatique, à 4 heures du matin, et ensuite à 7 heures on attend un rapport monétaire, une phase numéro 19 pour le QE de la BOJ de M. Aoriko Kuruda. Alors je pense qu'à ce moment-là, le yen sera sous pression. Mais voilà, demain il y a la Fed, il peut y avoir des petites pressions sur le dollar US, donc bon, il y a ce niveau des 120 points, 120.15 que teste actuellement l'USD Yen. C'est délicat, j'aimerais voir au moins une divergence haussière. Pour l'instant il n'y en a pas. On teste, il est vrai, cette ligne de tendance intraday, mais c'est délicat. Je dirais qu'au fond, il faudrait un vrai chandelier de creux. Une grosse bleue, allez, une bleue de 30 pips. Elle est là pour dire qu'on a fait un creux. Donc c'est délicat, malgré tout je surveille cette ligne de tendance. Alors la UD-USD, je cherche toujours à vendre, mais je pense que la résistance pour shorter c'est 0,73, et aujourd'hui il n'y a vraiment pas de vol. Attention au réveil de la volatilité réalisée sur le taux de change NZD-USD demain. Pour l'instant c'est un range entre 0,67 et 0,69. La livre sterling, j'en ai parlé ce matin, les chiffres du PIB britannique ont légèrement déçu. Première résistance 1,5370. Bon, c'est neutre entre 1,53 et 1,5370, mais je conserve un biais plutôt négatif sous la résistance des 1,5370 $. Et l'USD CHF. Alors l'USD CHF, j'en ai beaucoup parlé ce matin. Quelle force, petite conso tout à l'heure avec les commandes de biens durables, rachat immédiat avec l'indice des prix des maisons Case Shiller. C'est puissant, je pense qu'on peut viser 0,99, 1 avant la fin d'année. D'ailleurs, dans mes stratégies de fin d'année, quand je dis le CAC à 5000, l'eurodoll à 1,0850, je dis aussi l'USD CHF à 1. Ça, c'est un peu les stratégies de fin d'année. En tout cas, bon, toujours une forme de résilience haussière assez forte sur le taux de change USD CHF. Alors, il y a maintenant le cas de l'once d'or. L'once d'or, c'est compliqué. Je vais vous dire quelque chose sur l'once d'or et je pense que c'est un schéma qu'on peut lui appliquer. Regardez hier le prix du pétrole. On a tous relevé l'importance du support à 44 $ sur le pétrole. Et regardez, en H4, il y a eu une cassure. Une clôture H4 sous le support et depuis ça coule. C'était donc hier, en fin de session européenne, on a cassé 44. Regardez, un chandelier H4 sous 44 et depuis on enchaîne les chandeliers rouges. Regardez Lucas Oil, un chandelier H4 sous 47 et depuis ça baisse. Eh bien, l'once d'or, pour l'instant, aucun signal n'est donné. Je regarde mon chandelier H4 et le niveau des 1162 $. Vous prenez tous les chandeliers H4 du XAU-USD depuis le 23 octobre, tous clôturent au-dessus de 1162. Alors, c'est pareil, j'attends. Pour l'instant, il ne se passe rien sur le métal jaune. Tant qu'on tient, ça ne se vend pas. Limite, ça s'achète. Enfin, je pense pas, parce que les matières premières sont sous pression. Mais pourquoi pas, au fond mais c'est quand même, je trouve, risqué. Donc attention, j'aurais plutôt tendance, vu les autres matières premières, à mettre en évidence le risque de cassure sur ce marché. Donc prudence. Alors les marchés actions US, écoutez, que dire sur les marchés actions US? C'est comme les indices boursiers européens, on consolide. Je vais vous montrer moi ici l'Eurostoxx 50, on retrace une partie de la hausse de la semaine dernière. Il en est de même pour l'indice CAC 40, le DAX. Voilà, j'en parlais ce matin, rien de nouveau. Pas de stabilisation, on consolide, on retrace. Pourquoi pas 4800 sur le CAC, 4830, voire 4815. Idem sur le DAX, qui tient quand même beaucoup mieux que les autres parce qu'il n'a pas de gros poids lourds du secteur des matières premières énergétiques. Voilà, il n'y a pas l'équivalent d'un Technip, il n'y a pas l'équivalent d'un Total, il n'y a pas l'équivalent d'un Eni, il n'y a pas l'équivalent d'un Royal Dutch Shell, il n'y a pas l'équivalent de ces grosses majors pétrolières que l'on retrouve dans le MIB, le FTSE ou le CAC. Le DAX, il n'y en a pas. Donc il résiste. Et d'ailleurs,
vu comment les matières premières sont sous pression, dès que la consolidation des indices boursiers s'est terminée, le premier qui va repartir, c'est le DAX. Et fortement. Donc sur le DAX, en novembre, je vise 11 000 points. Par contre, la conso, là, elle n'est pas terminée, donc il ne faut pas se précipiter. Idem pour le SP500, je vise 2130 points en novembre. Je pense d'ailleurs que demain, le communiqué de la Fed va relancer la hausse du SP500. Moi, ce qui me plaît énormément sur le SP500, c'était le double bottom sur 1875, la cassure des 2000 points, la cassure des 2040 points, la réintégration du range qui avait eu lieu au premier trimestre entre 2040 et 2140. Regardez cette extension de Fibo que j'ai placée ici. Elle permet de comprendre pourquoi le marché temporise à 2080. On fait actuellement une phase de temporisation latérale et je pense que demain, au-dessus des 2040, ça peut relancer. 2040 m'intéresse pour un achat pour viser les 2100 et les 2130 d'ici la fin donc de l'année. Voilà donc ce que je pense pour l'instant. Par contre, c'est pas terminé la consolidation, donc il faut être prudent sur ces marchés actions. Écoutez, je pense que j'ai parlé de tout. Alors bien sûr à la vitesse de la lumière, mais j'essaie un peu de tout couvrir. Maintenant, je vais regarder vos questions. Et la première est une question de Red Art. Alors, voici le graphique que vous partagez à tous. C'est donc, voilà, ça c'est quelque chose de propre que nous propose Red Art depuis la plateforme MetaTrader 4, time frame égale 1 heure. Il s'agit d'un graphique du DAX, non de l'US Oil en données horaires, avec une belle fourchette d'Andrews. Et donc nous rappelons le signal qui a été donné à la cassure des 44 $, avec la médiane de cette fourchette d'Andrews qui peut permettre de caler le rythme de marché. En tout cas voilà, une fourchette d'Andrews qui montre actuellement la dynamique de baisse du contrat du pétrole brut US. Alors Diego qui sourit de cette expression que j'avais utilisée la semaine dernière sur l'euro-dollar en disant la bête est au sol et que ça vous a fait bien rire. Oui non, c'était pour le... c'est vrai que bon, c'est Mario, mais ça vous savez, c'est la bête est au sol, c'est la faute à Mario Draghi, hein. C'est sa volonté propre et celle de la BCE de faire baisser le taux de change de l'euro. Voilà. Donc Fretala, l'USD Yen, bon j'ai tenté de... L'USD Yen c'est une articulation très délicate entre le Yen japonais qui monte à court terme parce que les indices boursiers consolident, mais je pense que le Yen japonais va baisser en fin de semaine avec la BOJ. Mais c'est peut-être trop tôt. J'ai envie de dire même limite en étant hyper spéculatif et en voulant jouer la nouvelle, peut-être que les achats d'USD Yen sont plutôt à faire, ou de GBP Yen, plutôt à faire jeudi, après la Fed. Comme ça, la Fed parle, ça peut faire une petite baisse sur le dollar US. Et puis la conso des indices boursiers, elle peut se terminer justement jeudi avec une Fed qui va rester accommodante. Et là, hop, ça repart comme en 40, l'USD Yen, les indices boursiers, etc. etc. Je divise un peu la semaine en deux. L'avant-Fed, l'après-Fed, et on termine en beauté avec la BOJ. Alors Panther 666 de rien pour le pétrole. Alors une question de Guillaume. Alors ça c'est la question par contre très très chère. Quels seraient les points pour la fin de la conso du DAX et du CAC? Je sais pas, moi je regardais sur le CAC un ratio à 4800-4815. Moi j'aurai la réponse le jour où les indicateurs se seront dégonflés. Je regarde notamment le RSI H4, il peut encore revenir à 50. Pour l'instant c'est trop tôt. Le RSI du DAX il faut le laisser un peu retomber aussi. Donc il faut se détendre. J'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas la réponse, cher Guillaume. Je n'ai pas la réponse. Alors, cet après-midi, les statuts S, hein, n'oubliez pas, donc 13h30, les commandos bien durables. Quel jour sommes-nous d'ailleurs aujourd'hui? Nous sommes mardi, donc chaque mardi, notre partenaire Patrick Riguet, Cypressat, hein, vous savez, vous proposera une revue de marché Ishimoku, pas en live, hein, mais à 16h, nous aurons l'enregistrement de sa revue de marché qu'il est en train de faire. Donc à 16h, je vous invite à bien suivre nos comptes Twitter, celui de DailyFX, FXM, Sylvain, Yoav et moi-même. On va tweeter fortement la revue de marché Ishimoku de Patrick. Donc voilà, intéressant, le point de vue de l'Ishimoku avant le FOMC. Les commandos bien durables, donc l'indice des prix des maisons Case Shiller, le PMI Composite aux États-Unis. Alors ce PMI au sein du secteur des services composites tombe à 14h45. Moi je vais surtout me concentrer, je pense, sur le chiffre de 15h, la confiance du consommateur US selon le Conference Board. Bon, consensus est assez fort, 103.
C'est probablement la dernière statistique qui peut un peu créer de la vol sur le dollar américain. Ainsi s'achève le Wall Street Insider du jour. Merci de votre attention. Donc à 16 h, surveillez bien mon compte Twitter. Je tweeterai le point de marché Ishimoku qui est actuellement en train d'être enregistré, si vous vous intéressez à l'Ishimoku. N'oubliez pas la newsletter DailyFX FXCM avec le consensus des analystes européens. Elle est épinglée en tête des comptes Twitter DailyFX et FXCM. Vous pouvez y accéder comme ça. Et puis ce soir, je crois que Sylvain vous propose un webinaire sur le carry trade, c'est ça, voilà. À 18 h ce soir, ici même, un nouveau webinaire sur le carry trade, donc les stratégies de revenus sur le marché d'échange. Bénéficier dans le temps d'un revenu quotidien basé sur un différentiel de taux d'intérêt. Comment est-ce que cela peut se traduire concrètement dans les faits? Sylvain reviendra sur notamment les bases du mécanisme du rollover sur le FX. Ça, faut maîtriser. Donc il y aura un petit côté technique ce soir. Voilà. Et puis quant à moi, je vous retrouve de vive voix ici même demain à 9 h 15 pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci à toutes et à tous. Et donc à tout à l'heure, à 16 h, les comptes Twitter pour la revue Ishimoku. Merci.